Aujourd'hui, on reçoit Yves Couturier, qui est professeur titulaire au département de travail social de l'Université de Sherbrooke, directeur scientifique du Réseau 1 Québec et chercheur au Centre de recherche du CHU de l'Université de Sherbrooke. Yves est également chercheur associé au pôle de recherche sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles du CIS de Laval. Ce midi, il vient nous parler du transfert des travailleuses sociales en GMF comme condition favorable à l'incarnation du modèle de la maison médicale. Donc, Yves, je te laisse la parole pour les 25-30 prochaines minutes. Merci et bonjour à tous et toutes. Je vais vous parler de cet événement-là important qui est le transfert des travailleurs sociaux. Alors, je dis qu'il est important parce qu'il est révélateur d'une volonté publique de faire évoluer les groupes de médecine de famille vers un modèle hyper intéressant qui s'appelle la maison médicale, mieux connue sous le nom de Medical Home. Donc, je vais vous montrer que cette arrivée-là, ce transfert-là de travail social dans ce contexte-là est indicatrice, dans le fond, d'une évolution fondamentale. C'est ça qui est, à mon avis, qui est le plus intéressant. Vous allez voir que, donc, ne partez pas avant la fin, là, lors de la dernière diapo, je vais employer trois mots, en fait, un mot, mais trois fois, un mot qu'on emploie très rarement en recherche et qui, dans ma propre carrière, je n'ai peu employé et qui va peut-être vous frapper, vous étonner. Donc, allons-y. Quelques éléments de contexte pour justifier dans le fond la prétention au fait que c'est une évolution importante. D'abord, vous rappelez que les soins primaires sont en principe dans les politiques des priorités absolues. Des fois, on en doute un peu au travers des décisions et des difficultés récurrentes que les soins primaires rencontrent, mais tout de même, toutes les politiques publiques vont dans le même sens. Il faut faire en sorte que l'ensemble des acteurs de premier contact puissent agir de façon à produire une offre de service qui est accessible, continue, qui prend en compte globalement les besoins et qui est coordonnée. Et vous allez voir que tout ça, ça s'attache avec des conceptions intéressantes que vous connaissez déjà probablement pour plusieurs. L'idée que ces soins primaires-là se déploient tout au long de la trajectoire de vie. Je vais le dire un peu autrement. Chaque épisode de soins devrait naître en soins primaires et a pour vocation de revenir en soins primaires. Donc, dans tous les moments de la vie, ces soins primaires-là sont essentiels. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va tenter d'incarner ça dans des politiques publiques, dans des façons de faire concrètes, organisées. Au Québec, ça prend la forme notamment, pas seulement, mais notamment des groupes de médecine de famille. Je vous y mets à l'écran le Chronic Care Model, qui est un modèle de la fin du siècle dernier, mais qui est encore très, très important. Et si vous prenez le temps de lire ce qui est à l'écran, vous allez voir qu'il y a un ensemble de concepts, d'idées importantes, valorisées dans les politiques publiques, qui traversent d'ailleurs plusieurs politiques publiques, plusieurs modèles innovants, et qui convergent vers une constitution d'une double équipe, dans le fond, un usager, sa famille, sa communauté, qui sont soutenus. Ici, on emploie le terme activé, je ne suis pas sûr que c'est le bon mot vraiment, mais en tout cas, l'idée qu'il y ait un patient et une communauté partie prenante des décisions sur le plan clinique et davantage de collaboration interprofessionnelle. Donc, c'est la deuxième sphère grise dans le bas du modèle. Tout ça, ça se rencontre dans un moment clinique, dans une organisation concrète. Là, ici, ce qui m'intéresse, c'est les groupes de médecine de famille. Je vous ai mis à l'écran le fameux Medical Home et vous allez voir que à la fois, vous allez percevoir que ça donne la vision vers quoi on s'en va avec les groupes de médecine de famille, puis vous allez aussi constater qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour accomplir réellement tout ça. En fait, je vous ai mis en rouge ici les lieux où l'arrivée de travail social dans des milieux comme les groupes de médecine de famille peut avoir un effet important sur l'accessibilité aux soins, sur le caractère de la continuité des soins, sur la place des familles dans la gestion et dans la mise en œuvre des soins, le caractère global, j'ai évoqué tantôt, le caractère coordonné interprofessionnel, même intersectoriel
dans le bas et des soins qui sont davantage adaptés aux besoins d'une communauté pris dans son ensemble. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment l'arrivée des travailleurs sociaux contribue un peu, beaucoup passionnément à chacune de ces composantes-là. Les GMF, c'est pas un vieux modèle. On parle de 2002-2003. Il y avait des choses précurseurs auparavant, mais en tout cas, légalement, c'est autour de 2002-2003. Et ça marque une évolution importante. D'abord, on passe d'un modèle de travail en solo vers un travail en équipe. D'abord, un travail en équipe entre médecins, hein, on crée les groupes de médecine de famille, le terme groupe, c'est ce qu'il veut dire. Et ce groupe-là a permis d'accueillir des professionnels d'autres disciplines, d'abord des infirmières et un ensemble d'acteurs que vous connaissez, dont les travailleurs sociaux. Tout ça, donc, s'incarne dans la création des groupes de médecine de famille, avec un mouvement continu d'expansion de ces organisations-là, ce qui explique parfois pourquoi ils peuvent être un peu épuisés sur le terrain, parce qu'on leur demande toujours plus et d'apporter des innovations nombreuses. Dans ces innovations-là, arrivent donc il y a 3-4 ans, 4-5 ans, 400 travailleurs sociaux, à peu près 400 travailleurs sociaux, qui sont arrivés, dans le fond, avec une certaine méfiance de la part notamment des leaders d'opinion de la discipline et plusieurs travailleurs sociaux qui sont arrivés là un peu par hasard. C'était pas une demande, c'était là dans les modèles que j'évoquais précédemment, mais c'était pas une demande immédiate de beaucoup de médecins. Alors, pourquoi c'est arrivé? C'est qu'il y avait cette conception-là qu'on veut incarner, une volonté d'accomplir la prétention ou la mission proposée pour les soins primaires. Donc, cette mission-là qui est élargie à la globalité, la coordination, la continuité, etc. Donc, on a fait une étude qui visait, dans le fond, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec l'arrivée des travailleurs sociaux. Est-ce que le choc craint par les travailleurs sociaux elles-mêmes est advenu? Quels étaient leurs besoins d'accompagnement pour s'enraciner profondément dans ces milieux-là, etc. Donc, je vais vous parler de quelques... Je ne vais pas exposer l'ensemble des résultats, mais en tout cas quelques résultats relatifs à ces objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir travailler des travailleurs sociaux dans 16 GMF, donc 16, ça fait pas le printemps, hein, c'est évidemment qu'il y a beaucoup plus de GMF que ça au Québec, puis on n'a pas rencontré toutes les travailleurs sociaux, mais néanmoins, c'est un des travaux les plus substantiels qui a été fait, à notre connaissance en tout cas, sur cet objet-là. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait 16 semaines d'observation, et ça, c'est assez riche et en fait, c'est fantastique à faire parce qu'il y a plein de choses qui ne se disent pas, qu'on n'a pas les mots, etc. Donc, on est allé voir comment les gens travaillaient. On est allé, donc, juste avant la pandémie. On a frappé on était vraiment là, on a coupé le recrutement à cause de la pandémie, mais les 16 cas avaient été faits là, à ce moment-là. On a fait 16 entretiens semi-dirigés avec les travailleurs sociaux en question. 16 entretiens d'explicitation. C'est une méthodologie qui vise à faire émerger le sens pratique du travail plutôt que simplement demander aux gens leur représentation de leur travail. C'est une autre méthode d'entretien. Et on a fait des entretiens auprès de quelques partenaires de ces travailleurs sociaux-là. Puis on est allé les revoir un an après, en pleine pandémie, pour faire un entretien de suivi. Donc, pas un gros N de cas cliniques, de cliniciens, de travailleurs sociaux, mais tout de même près de 45 entrevues et surtout 16 semaines d'observation, ce qui est très, très riche. Alors, quelques petites informations pour comprendre de quoi on parle ici. Ce qu'on voit, c'est que dans le fond, le mandat initial qui était donné au travail social, c'était de prendre en charge, de travailler sur les clientèles 0-100 ans. Faut voir que les travailleurs sociaux venaient des services courants CLSC et ils ont été transférés via une culture service courant et à travers une gouvernance même service courant du ministère jusque dans les établissements. Donc, clientèle très large. Dans les faits, l'interprétation de ce qu'est cette clientèle-là, ça a été, dans le fond, un peu
ça a découlé dans le fond de la compréhension des médecins qui étaient ceux qui orientaient les clientèles vers les travailleurs sociaux. Donc, beaucoup de travail sur les anxieux, les dépressifs, les personnes qui ont des troubles d'adaptation, risques ou problèmes de compétences parentales, arrêt de travail, etc. C'est tout à fait intéressant. C'était dans l'intention aussi ministérielle que d'agir en amont de la grande détérioration psychologique. Donc, c'est tout à fait ce qui est advenu. Mais cependant, pas beaucoup de clientèle âgée, alors que pourtant, on sait très bien que c'est une clientèle prioritaire qui capte beaucoup, beaucoup d'efforts dans ces contextes-là. Euh, il y a eu donc une conception des besoins à répondre dans la tête des médecins qui a marqué dans le fond la culture de ce transfert-là, avec une exigence unique, importante mais unique, à savoir de respecter les codes de priorité. Pour le dire simplement, les médecins, lorsqu'ils estiment qu'il y a une urgence ou une priorité élevée, ils vont associer à cela un code de priorité et ils vont laisser beaucoup d'autonomie au travail social pour accomplir leur travail, pour répondre aux besoins. Donc, l'attente des médecins, c'est qu'on réponde aux besoins de l'usager, qu'on respecte leur niveau de leur classement des priorités. Puis après, une fois ça dit, bien, chacun fait son travail comme il l'entend. On reconnaît ici un peu une culture médicale, hein, c'est-à-dire qu'une culture du respect des spécialités disciplinaires de leurs collègues. On a observé, bien entendu, une certaine variation dans les relations entre les travailleurs sociaux et les médecins. Mais on n'a pas observé cependant de clash culturel majeur. Dans le fond, ces gens-là, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ce sont des hommes et des femmes pragmatiques. Et quand il y a des plus-values cliniques à collaborer, mais ils collaborent. Est-ce qu'il y avait quelques médecins repliés sur une conception strictement médicale de leur action? Oui, mais ils étaient très minoritaires. Et la culture s'est développée peu à peu, là, dans le fond, toutes les situations observées ont montré une bonne collaboration entre travail social, médecins et infirmières. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, plusieurs travailleurs sociaux ont choisi ou ont accepté l'offre qui leur était faite de travailler en GMF parce qu'ils estimaient que dans le fond, c'est un milieu plus cool que les 6 et les 6, jugé trop bureaucratique. Vous allez voir tout à l'heure dans ma conclusion que j'ai teasé tout à l'heure, là, que ça va revenir de manière importante. Les TS, dans ce contexte-là, une fois qu'ils respectent les priorités médicales, ben, gèrent en gros leur horaire et surtout, ils établissent elles-mêmes les stratégies d'intervention qui leur conviennent, ce qui est une grande source de bonheur pour les travailleurs sociaux. Elles sont peu guidées, parfois ça provoque des ratés, mais dans le fond, elles ont développé une manière locale de se constituer une culture opérationnelle d'action avec les médecins et les infirmières. On n'a observé qu'un seul cas de résistance de la travail sociale au monde médical, parce que pour les gens qui ne le savent pas, il peut arriver qu'il y ait des travailleurs sociaux assez méfiantes à l'égard du monde médical. Cette personne a quitté, elle a été remplacée rapidement, mais toutes les autres ont pris un certain plaisir, je dirais, à travailler dans ce contexte-là. Alors, je bouge parfois mon image pour bien voir ce dont je parle. Alors, en termes de compétences, qu'est-ce que cela produit? Eh bien, ça produit des compétences adaptatives relativement mineures. Dans le fond, leur métier de travailleur social a été transféré presque identique dans leur milieu de travail, avec évidemment un apprentissage rapide des lexiques médicaux et de l'usage des dossiers médicaux électroniques, les DME, parce que c'est un des modes majeurs de communication du monde médical avec les partenaires intra-GMF. Donc, l'effort d'apprentissage, de développement de connaissances et de compétences nouvelles est beaucoup lié à ces deux objets-là, sans qu'il y ait trop que la courbe d'apprentissage soit trop abrupte dans le fond. Est-ce qu'il y a eu des transferts dans l'autre sens? Un peu moins, bien qu'il y a quelques cas où les travailleurs sociaux ont contribué à développer des objets de formation, par exemple, on travaille avec les agents d'amélioration continue de la qualité localement pour proposer des choses nouvelles. Donc,
En termes de collaboration interprofessionnelle, on voit une bonne satisfaction des médecins qui sont peu préoccupés du contrôle direct de la qualité. Dans le fond, il y a un postulat que les travailleurs sociaux sont compétentes et ils s'intéressent peu à la question du rendement. Tant aussi longtemps que les dossiers référés sont pris en charge dans des délais raisonnables, ils ne se préoccupent pas de ça. Peut-être une petite parenthèse en vous disant que ce que je viens de dire vaut pour la période observée. On peut penser qu'il y a une montée en charge qui s'est accomplie depuis et que là, il y a peut-être un peu plus de tension dans les flux de production depuis ce temps-là. Des collaborations avec les infirmières, surtout de l'ordre du référencement. On était frappé par le fait que, contre toute attente, contre mes attentes à tout le moins, peu de collaboration directe avec les CIS et les SUS. Alors, il y a des collaborations au sens qu'il y a des rencontres entre TS de GMF animées par des superviseurs de CCCIUS, mais elles n'ont pas, les travailleurs sociaux dans le GMF, un rôle important à jouer en matière par exemple, de coordination de services pour les clientèles âgées, à titre d'exemple. Pendant la période d'observation, très, très peu de cadrage qui provenait des CIS et des CIUS. Dans le fond, les gens ont inventé leur métier avec leurs collègues localement et peu à peu, ils ont partagé leur bon coup avec leurs partenaires. Parfois, souvent de manière positive, parfois peut-être un peu moins, on va y revenir tout à l'heure. Et j'ai référé précédemment à l'usage des ME comme vecteur potentiel positif de cette culture commune. Vous savez, les GMF, c'est un milieu très personne-dépendant, donc parfois le style médical vient orienter l'organisation concrète du travail, mais ça demeure assez modeste. Il y a des conditions concrètes à l'époque qui parfois manquaient, comme le fait d'avoir un bureau à soi ou pas. Là, ça a pris beaucoup de temps parfois à s'installer. La charge de travail était, au moment de l'observation, modeste, notamment parce qu'il y avait en gros un quart de la patientèle qui ne se présentait pas au rendez-vous prévu. Et l'hypothèse qu'on a, nous, pour expliquer ça, mis à part le fait qu'on était en démarrage de cette pratique-là, là, dans ce contexte-là, c'est que les demandes arrivaient sur la table de travail des travailleurs sociaux moins comme le fait des usagers eux-mêmes que le fait d'un médecin qui estime que son patient à lui ou à elle bénéficierait d'une intervention de la travailleuse sociale. Donc, une fois rendu à la maison, peut-être que l'usager estimait, lui, que c'était moins prioritaire, que c'était pas central à son projet clinique personnel. Donc, à l'époque, il y avait à peu près le quart des clientèles qui ne se présentaient pas pour donc 3 à 4 rencontres par jour, ce qui est une charge de travail relativement modeste. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça s'est tendu pas mal, là, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Alors, c'est là que mes mots, je les ai mis en gras, là. C'est très rare qu'en science, on prononce ces mots-là, surtout dans un contexte tendu comme au Québec depuis quelques années. Donc, en termes de constats généraux, est-ce qu'on est devant une forme de paradis perdu, mais qui est enfin retrouvé? Alors, remarquez bien, les trois sont très heureux. Les travailleurs sociaux sont heureuses d'être en GMF, toutes, à une exception près, toutes, car loin des CIS et des SUS. Cela génère en elles un sentiment d'autonomisation qui leur permet enfin, puis je l'ai mis en gras, là, enfin, là, j'ai fait du vrai psychosocial. Enfin, je peux faire mon métier comme je l'entends. Et ça, c'est une source de bonheur incroyable. Deuxième bonheur aussi incroyable, vous savez que les nombres de médecins en GMS ont des récriminations nombreuses à l'égard des CIS et des SUS. Les médecins sont heureux d'avoir leur travail social et se faisant donc de moins dépendre des calendriers de travail des CIS et des SUS. Et ça, c'est une vraie source de bonheur, le fait de pouvoir dire, ben, à côté de moi, il y a une travail sociale qui va prendre en charge un pan de l'intervention. Et sans attente, je répète, là, sans attente de contrôler le travail, comment il va être fait, etc. C'est le fait de pouvoir référer rapidement dans les 24 heures avec une prise en charge après modulée là, selon l'état de priorité. Et surtout,
Les travailleurs sociaux les usagers sont très, très heureux d'avoir accès à une travailleuse sociale dès la sortie de leur cabinet médical à peu de choses près. Ça peut prendre une journée, 2 jours, 3 jours, mais on n'est pas dans les 8, 9, 10, 12 un mois, comme on peut voir dans les CIS et les SUS. Donc, quand les médecins, les travailleurs sociaux et les usagers et usagères sont heureux, on est devant un phénomène assez rare. Tout cela, est-ce que est-ce que ça a duré? Est-ce que ce n'est que positif? Je vais mettre ici un petit bémol, là. L'autonomie est une source de bonheur pour les individus TS et pour les usagers qui ont accès, évidemment, à ces travaux sociaux-là. Par contre, on peut quand même se questionner un peu sur la focale. Est-ce que les priorités publiques sont vraiment prises en compte dans ce contexte-là? On a été frappés, nous, du peu de présence de personnes âgées dans les case loads, là. Et donc, ça pose une petite question, à mon avis. Autre question, c'est les travailleurs sociaux qui connaissent très, très bien le CIS ou le SUS du territoire, mais qui sont peu mandatés, qui ont peu de temps ou qui ont peu de volonté d'agir en termes de continuité de soins, sauf pour faire le pont en attendant, là, ce qui est déjà important, évidemment. Ça n'a pas d'effet important sur la fracture fondamentale entre la logique territoriale populationnelle des CIS et des SUS et la logique d'inscription en GMF. Alors peut-être que ce qui se met sur pied depuis 1 an ou 2 là, autour des guichets d'accès va changer tout ça, mais pour le moment, en tout cas, ça ne vient pas faire beaucoup d'effet là-dessus. Et notamment, ça n'a pas d'effet sur la capacité des cliniques à s'insérer positivement dans une communauté. Hein, rappelez-vous le médicolombe que j'ai évoqué précédemment. Et dernier point, peut-être qu'on a capté un âge d'or, peut-être qu'il y a des gens tout à l'heure dans la discussion qui vont dire, mais ce que tu racontes là, on le voit plus aujourd'hui. Ce qui serait d'un côté triste, évidemment, là, mais bref, il se pourrait qu'on ait capté un moment de grâce qui est peut-être en voie de disparition. Donc, je ramène maintenant ça à l'objet de ma présentation, ou du titre de ma présentation. Je ramène donc le médicolombe. Je vais tenter de vous montrer en quoi, avec quelle intensité aussi l'arrivée des travailleurs sociaux a contribué, à faire un pas de plus vers le médicolombe. Alors, une contribution quasi absente dans sa capacité d'insérer la clinique dans sa communauté. On a documenté, titre d'exemple, le travail épique d'un travailleur social très, très volontaire. Il a travaillé 6 mois, 1 an, pour obtenir le droit de visser dans les 4 murs, sur un mur avec 4 vis, un petit babillard en liège pour pouvoir mettre de l'information sur les groupes communautaires de son quartier. Donc, on est vraiment au balbutiement de cette dimension-là du médicolombe, malgré l'arrivée des travailleurs sociaux. En gros, les cliniques demeurent très fermées sur elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'à titre individuel, les travailleurs sociaux, elles, ne font pas des ponts avec la communauté, mais c'est pas encore la clinique dans son ensemble qui fait cette évolution-là. Une contribution tacite et modeste, en tout cas plus modeste que moi je l'espérais. Pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup travaillé sur la coordination des services dans le passé. Donc, continuité un peu, mais surtout dans la perspective de faire le pont en attendant que les ressources du CIS ou du SUS se mobilisent réellement. Et ce pont-là, il peut se faire pour les clients, les usagers les plus exigeants ou pour lesquels c'est plus requis, mais certainement pas de manière systématique. Une contribution réelle à 3 objets. Les soins offerts en partenariat avec les patients, il y a une croissance importante parce que notamment la prise en compte familiale est plus facile avec une travailleuse sociale qui peut agir sur l'épuisement d'un proche, par exemple, d'une personne âgée vivant avec un trouble neurocognitif majeur, à titre d'exemple. Cette contribution-là est encore à développer, elle n'est pas à pleine maturité, mais en tout cas, c'est un plus certain lorsqu'il y a des enjeux
familiaux, la travail social y contribue. D'ailleurs, si je prenais une seconde pour critiquer les GMF, le F c'est familial, hein, vous comprenez bien qu'avec le difficile accès, le F a pris de bord s'il n'a jamais vécu, évidemment, dans ce contexte-là. Et donc, il revient un peu par la porte du travail des travailleurs sociaux. C'est un complet prodigué en équipe. J'ai montré tout à l'heure qu'il y avait des collaborations très positives avec les médecins et des collaborations très positives avec les infirmières et d'autres acteurs. Et donc, ce faisant, les soins internes au GMS sont davantage interreliés, ce qui est positif. Et une contribution que je juge remarquable à l'accès, mais du point de vue, évidemment, des soins primaires. Hein. Si on est d'un point de vue de politique publique, clientèle prioritaire, par exemple, personnes âgées ou personnes ayant un trouble de santé mentale bien installé, peut-être que le jugement serait plus nuancé ici. Mais à tout le moins, l'accès lors de la fenêtre d'observation était rapide, extraordinairement rapide. C'était même un petit îlot de distinction par rapport à l'ensemble. Je vous ai mis à l'écran en conclusion là, quelques livres qu'on a écrits avec Louise Bézil sur des sujets qu'on a abordés ici aujourd'hui. Donc, je vous retourne la parole. Bon, merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le temps de la période de questions. Je vous rappelle de lever la main, utiliser l'espace de discussion ou de questions-réponses pour poser vos questions. Moi, avant de passer aux questions du public, j'en aurais peut-être une. La recherche, il y a eu une phase de collecte de pré-pandémique, une phase collecte pandémique, et maintenant, 2 ans plus tard, est-ce que la situation est toujours la même? Est-ce que ça s'applique toujours? Ou est-ce que, tu en as glissé un mot, je pense, quand il était question de la collaboration interprofessionnelle, que ça pouvait avoir changé. Est-ce que ça a changé? Dis-moi, est-ce que j'arrête le partage ou je le laisse ouvert? Tu peux l'arrêter. On va pouvoir, les gens vont peut-être pouvoir mieux te Okay. voir. Ouais. Alors, sur la pandémie, là, évidemment, pour les travailleurs sociaux et comme les autres, là, ça a eu un gros effet des organisations. Et puis, ça pourrait très bien que l'ambiance heureuse qu'on a évoquée en conclusion est un peu affectée à ce moment-là. Ce qui a probablement changé, c'est que le travail d'autodéfinition, les 2, 3, 4 ans, là, on s'autodéfinit nous-mêmes et ça remonte de collègues, de proche en proche, comme ça, peut-être que c'est un peu épuisé. Il se pourrait bien que les superviseurs de ces travaux sociaux-là ont contribué à harmoniser. Là, pour le moment, je l'ai dit de manière neutre, mais l'harmonisation peut être positive, mais elle peut être aussi négative. Ça peut être un vecteur du retour d'une culture sécessus dans la pratique des travaux sociaux. Par ailleurs, si j'avais, moi, une suite à faire pour cette étude-là, je la ferais sur les guichets d'accès. Mm-hmm. À mon avis, c'est l'objet le plus important à travailler actuellement pour penser l'organisation des soins et des services en soins primaires. Et parce qu'il se pourrait, on peut espérer que les guichets atténuent ce que j'ai nommé tantôt, la différence de culture d'inscription versus approche populationnelle en CCCIUS. Là. Et ça, c'est un gros vecteur de bris de continuité. Donc, bon, dernier mot pour répondre à ta question. Là, on a quand même des échos, on parle des gens depuis, là, donc c'est pas des données de recherche au sens strict, mais on sait qu'une montée, la recherche de travail s'est accentuée chez les travailleurs sociaux. Est-ce que cela affecte leur bonheur? Est-ce qu'on a la même intensité de bonheur que ce qu'on a documenté? Ça, je ne peux pas le dire. Mais il est certain que la charge de travail a augmenté et on peut anticiper que une trop grande charge de travail reviendra à remettre des critères d'accès ou de contraintes à l'accès, etc. Et peut-être qu'une part des éléments positifs qu'on a captés avec joie dans cette étude-là vont disparaître ou s'atténuer. Ben, tu réponds un peu à ma deuxième question que j'avais parce que c'était comme, je me demandais, tu sais, quelles actions pouvaient être prises en GMF pour se rapprocher plus des medical homes, tu sais, aller plus vers le paradis et pas rester juste dans l'âge d'or. Mais si tu parles des guichets d'accès puis qui pourraient contribuer à ça, c'était un peu ça fait partie de la réponse.
Oui. Il y en a d'autres? Alors, je vais te faire, je te tutoie parce qu'on se connaît bien, là. Oui. Euh, je vais te faire une réponse paradoxale. Il se pourrait que les guichets d'accès soient le cheval de Troie de la culture sécessius en GMF. Mhm. Et que dans 4 ou 5 ans, que les GMF deviennent, dans le fond, des extensions des sécessius, auquel cas on risque de faire un gain sur le plan de la continuité, mais on risque peut-être d'avoir une perte sur sur la culture. Il y a une culture qui est quand même positive. On aime critiquer les GMF, et il y a quand même une culture positive, intéressante, moins lourde, plus directe, etc. Donc, il se pourrait que les guichets d'accès jouent dans les deux sens. Alors, bref, pour aller davantage plus loin, pour aller plus loin dans le sens du médicolombe, c'est certain que ça prend des équipes plus grosses en GMF. Ça prend en Ontario, par exemple, il y a des aides médicales qui aident les médecins à alléger leur travail. Il y a une part de leur travail qui n'est pas toujours centrale au métier de médecin, je peux dire. Mhm. Donc, il y a des avancées comme celle-là qui sont devant nous. Les trois mots, les trois fois que j'ai employé le terme bonheur ou heureux, là, c'est pas rien. Là. Ça mérite d'être écouté, ça, à mon avis. Et, et qu'un modèle inventé, fondé sur une charge de travail un peu plus raisonnable, sur davantage d'autonomie de l'organisation et des individus. Je ne vais pas parler des pharmaciens, Mhm. parce que je n'ai pas travaillé là-dessus, mais les pharmaciens et les autres professionnels, psychologues, etc., dans les GMF, c'est aussi une condition gagnante vers les Les médicaments. médicaments. Merci. Là, j'ai des questions du public. On demande comment expliquez-vous le peu de référencement de la clientèle âgée vers les services sociaux en GMF? Alors, il y a une réponse de haut niveau, puis une réponse plus opérationnelle. La réponse de haut niveau, alors, dites-le pas à personne, mais ça arrive parfois qu'au ministère, qu'une main ne parle pas à l'autre. Et donc, les travaux sociaux ont été transférés sous la gouvernance de la branche service courant du ministère. Sans égard au fait qu'il y avait, par exemple, un plan Alzheimer qui s'installait en même temps et qui aurait beaucoup profité du travail des travaux sociaux en GMF pour notamment prendre en charge plus globalement les clientèles âgées. Ça, c'est la réponse macro, là, c'est-à-dire il y a un petit défaut de politique publique ici, un petit, hein, et ça se corrigerait positivement. Le deuxième, je pense, et qui trouve écho et qui atténue la critique que je viens de faire, qui trouve écho donc dans le commentaire plus général que je viens de faire, les médecins sont débordés par l'anxiété, par les crises parentales. Et le ministre Carman, s'il était avec nous aujourd'hui, serait probablement très d'accord avec l'idée qu'il faut agir en amont de la grande crise, etc. Donc, ça traduit, je pense qu'il y a un vrai besoin, un vrai besoin pour ces clientèles-là, en espérant, euh, en espérant la dégradation là, des situations de problèmes plus légers, entre guillemets, là, de santé mentale. Le trou que ça laisse, c'est le trou, à mon avis, de la coordination. Tu sais. Et il y aurait pu y avoir un mandat d'octroyer ces travailleurs sociaux-là, de s'assurer qu'advienne la transition de soins efficace avec les CIS et les SUS. Mais ça s'est fait sur le tas et à la tête du client. Puis les deux clients, le client professionnel, je peux dire, là, qui Mhm. peut avoir des préférences, puis le client, l'usager en tant que tel. D'accord. Une autre question. Que pensez-vous excusez-moi. Que pensez-vous d'un usager du GMF qui demande par lui-même de rencontrer une TS sans passer par le médecin ou l'infirmière? Ça arrive peu, mais ça arrive. Euh, euh, alors, pendant la fenêtre d'observation, il n'y avait pas de guichet de triage ou de priorisation travail social. Ce qu'il faut, dans le centre de la question, là, ce qu'il faut voir, alors, ce que je comprends, c'est que les guichets d'accès actuellement
ne captent pas le temps de travail des travailleurs sociaux. Donc, elles sont encore autonomes dans la gestion de leurs priorités. Peut-être que demain, une personne qui appellera au guichet d'accès va se faire dire, ben là, il y a une plage horaire de libre dans tel GMF d'une travailleuse sociale en attendant le psychologue, etc. Là, ce qui pose, entre guillemets, pour les gens qui connaissent un peu l'objet, l'enjeu de la loi 21 sur la psychothérapie qui n'a pas eu complètement les effets attendus. Parce que c'est là qui devait séparer qui fait quoi en psychothérapie, et c'est pas cliniquement opérationnel à 100%. Et donc, il se pourrait qu'il y ait ce genre de phénomène-là. Là. Mais non, c'est possible de le faire. On peut même penser qu'il y a des pratiques dans les secrétaires médicaux qui peuvent parfois référer directement à la travailleuse sociale. Une autre question. Quel est l'impact observé des GAP, des guichets d'accès, sur le référencement vers les TS en GMF? Oui, mais c'est un peu ce que je viens d'évoquer, là. Je rappelle qu'on avait ça n'existait pas peu au moment, il y avait des projets pilotes là, au moment de notre observation. Il est logique d'un point de vue systémique qu'un jour ou l'autre, le ministère se dise, ben, il y a tel travail social dans telle place, on va pousser des clientèles. Ce qui va venir casser l'ambiance de bonheur que j'évoquais précédemment. Pour l'instant, ça a été évité. Est-ce que c'est temporaire? Je ne sais pas, là, évidemment, je ne suis pas un décisionnaire, là, mais je nous mets en garde collectivement contre une assignation. En fait, je vais répondre autrement. Une des conditions fondamentales de ce petit succès-là, c'est que le peu de présence du DC, des CIUS ou du ministère a permis aux médecins de donner un sens à cette pratique-là et pas de la prendre à rebrousse-poil. Mm-hmm. Et donc, il se pourrait que les guichets, un jour, contredisent cela. C'est leur TS. Pas au sens qu'ils font leur travail puis qu'ils apportent le capot. C'est pas dans ce sens-là. C'est au sens de j'ai quelqu'un près de moi qui me comprend, que je peux influencer, qui peut m'influencer, etc. Et surtout qui répond rapidement. Les médecins, ils ont une détestation très grande. Avant l'arrivée des travailleurs sociaux, ils pouvaient, les plus jeunes, là, pouvaient appeler au CIUS, puis là, ils tombaient sur une boîte vocale, puis quelqu'un rappelait pas toujours, puis pas le lendemain. Et ça démobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le modèle très souple, très ancré dans la clinique est la principale cause de ce bonheur-là. Bon, cela dit, je comprends bien que les guichets, c'est une innovation majeure là, du point de vue du gouvernement et qu'il y a des réels problèmes là, qu'il faut régler en termes d'accès. Pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais moi j'en ai deux, mais j'en ai une qui a plus rapport avec ton expérience ou ta connaissance justement là de ce transfert des TS en GMF. Moi, je me souviens quand ça a été fait, c'est pas tous les GMF qui étaient ou les médecins qui étaient heureux ou à l'aise d'accueillir un TS ou une TS, pardon, dans leur mur. Et là, tu viens de mentionner, ben, c'est leur TS. À quel point tu as vu une évolution dans comment je pourrais dire ça? La perception des TS dans les GMFU du côté médical. On t'a mentionné, il y en a un ou deux des fois là, par GMF qui sont réticents, mais moi, j'ai l'impression que la réticence, elle est moins grande quand même qu'au début de c'est énorme l'écart. Il faut se rappeler que les GMF, c'est très personne dépendant. Chaque médecin a ses préférences, son style, etc. Donc ça, on ne réinventera pas ça, là, mais mis à part un ou deux plus focalisés sur le médicalo-centré, la plupart ont développé rapidement une logique de référencement et les travailleurs sociaux ont informé leurs médecins un par un. Tout à l'heure, j'évoquais la loi 21 qui différencie le travail de la psychologue du travail de la travailleuse sociale, etc. Là. Ils sont allés leur expliquer cela
Et les médecins comprennent ce langage-là. Quand une travailleuse sociale dit ça, je ne peux pas le faire pour des raisons déontologiques, il n'y a pas de débat. Il y a un autre plan peut-être intéressant pour l'auditoire là, à ta question, c'est le plan organisationnel. Ça, les cliniques n'étaient pas prêtes du tout à recevoir pas de locaux, pas de téléphone, pas d'ordinateur, etc. Par- Parfois des locaux partagés, parfois symboliquement un local avec les balais, là. C'est pas une blague que je fais, là, on l'a vu, là. Euh, Ça, je ne sais pas si ça s'est amélioré. Euh, mais ce qui s'est amélioré de manière très claire, c'est la compréhension de ce que peuvent faire les travailleurs sociaux et le bonheur s'est installé. Rapidement. Tant mieux. Rapidement. Tant mieux. Je ne sais pas s'il y a des travailleurs sociaux là, dans l'auditoire qui peuvent témoigner de savoir s'ils sont passés d'un placard à balai à un vrai bureau dans les années qui ont été Je pourrais répondre à ta question dans l'autre sens. J'ai évoqué rapidement que chez les meneurs d'opinion, il y avait beaucoup de craintes, meneurs d'opinion en travail social, il y avait beaucoup de craintes à l'égard de ce transfert-là. Et la crainte fondamentale, c'est une crainte politique, c'est que si on dévitalise les CLSC au bénéfice des GMF, eh bien, c'est une mauvaise chose. Bon. C'est tout à fait un argument entendable, raisonnable, etc. T'sais. Le contre-argument de ça, c'est que dans la vraie vie, les gens vont voir les médecins de famille. Et dans la vraie vie, dans le cabinet médical, il y a une crainte ou un besoin d'exprimer à l'égard de ma santé mentale, de mon anxiété, de la compétence parentale, etc. Donc, c'est donc une réforme qui a un avantage majeur, c'est qu'elle s'appuie positivement sur un besoin réel et pragmatique. Pour moi, c'est deux niveaux logiques différents. Il faut soigner les CLSC parce qu'ils ont vraiment besoin de soins, mais il faut aussi répondre aux besoins des GMF parce que la clientèle est beaucoup là. Et donc, si vous faites une petite translation des écrits sur ce que le travail social pense de tout ça, là, il y a quelques textes, pas beaucoup, dont des textes très négatifs, souvent publiés par des meneurs d'opinion, qui, dans le fond, sont sur un combat politique, plutôt qu'un combat pragmatique de clinique, si je peux dire, là. Pour le dire simplement, c'est des gens qui pensent qu'il faut sauver à tout prix le soldat CLSC, même si ça fait 25 ans que le combat est terminé. Une question du public. Quelqu'un qui demande est-ce que tu aurais une peur ou une crainte pour les est-ce qu'il y aurait une peur ou une crainte pour les TS dans les GMFU là, dans les prochaines 5 années? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire attention? Idéalement, il faut préserver l'autonomie. Vous savez que on parle beaucoup en ce moment de la souffrance au travail, la grande démission, 1 sur 2 veut changer d'emploi, etc. Là. Et le moteur fondamental de protection, le vecteur fondamental de protection contre ça, c'est l'autonomie au travail. Ce qu'un travailleur veut faire, demande de son employeur, c'est laissez-moi travailler. Et en gros, c'est ce qu'elles ont trouvé, les travailleurs sociaux en GMF. Je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas de contraintes, qu'ils ont des contraintes comme partout, là, mais elles ont trouvé un espace d'autonomie pour faire du vrai travail social, que j'ai nommé tantôt. Donc, le cheval de Troie pour peut-être attaquer ça, c'est ce que j'ai évoqué tantôt, là, les guichets d'accès. C'est aussi peut-être la volonté des établissements de mieux contrôler. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure dans les diapos, là, mais j'aimerais être bien compris. Je pense que les CIS et les SUS ont un rôle à jouer dans le contrôle du travail des travailleurs sociaux. J'ai dit contrôle, mais soutien, etc. Là, parce qu'on a vu aussi des pratiques un peu étonnantes, par exemple, un peu de pratiques New Age, les chakras, etc. T'sais. Ça n'a pas de bon sens, évidemment. On ne peut pas prendre d'argent public pour... je vous rassure, c'était rare. On a vu quand même un peu. Mais on peut soutenir la qualité, on peut contrôler la qualité, sans que ça se fasse au prix
de l'autonomie professionnelle. Mhm. Donc, être autonome sur ce qui est reconnu comme étant de qualité, pas sur n'importe quoi, évidemment. Est-ce que il n'y a pas aussi peut-être une question de potentiellement augmenter les effectifs de travailleurs sociaux en GMF? On parlait de l'augmentation des caseloads, de peut-être une certaine directivité dans quel caseload prendre ou dans quel cas prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'augmenter les effectifs? Oui, alors, encore une fois, deux niveaux de réponse. Il y a un niveau général, là. Vous savez que les dépenses en santé augmentent régulièrement de 4, 5, 6%, Mhm. ce qui est 2 ou 3 fois plus que le PIB. Mais les besoins augmentent beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Donc oui, il va falloir investir, il va falloir investir et réinvestir, mais ça ne pourra pas être à la hauteur des besoins, là. Parce que l'explosion est gigantesque des besoins. Mhm. Et donc, la bonne question, c'est est-ce qu'on peut travailler mieux? Est-ce qu'on peut être plus efficace? Je sais que c'est un mot parfois qu'on n'aime pas prononcer, mais il faut parler d'efficacité, je pense. Euh, et euh, et c'est là que les CIS et les SUS ont un rôle à jouer positif, à mon avis, tout en n'affectant pas trop l'autonomie, sinon on perd le petit gain que j'ai évoqué précédemment. Mhm. Je donne un exemple de croissance des besoins. Il y a 30 ans, on disait qu'il y avait une personne sur 800 qui avait un trouble autistique. Aujourd'hui, c'est une sur 50 ou 60. C'est 15 fois plus. Mhm. On a multiplié toutes les clientèles par 15, là, il n'y a aucun budget que fois 15. Et donc, il faut trouver des manières d'agir autrement. C'est ça. C'est bon, merci. Je pense que là, ça va. Peut-être une dernière question. Puis ça va. J'avais aussi une question dans ce sens-là. La personne elle demande est-ce que les 16 cliniques provenaient de la grande région de Montréal ou bien à travers différentes régions administratives? Est-ce qu'il y avait des différences au niveau du bonheur ressenti selon la région? Puis moi, j'avais la question c'était juste des GMF ordinaires ou il y avait des GMFU aussi? C'était juste des Ouais. GMF? OK. C'est GMFU, GMF, les deux. C'est deux? OK. Il y avait des gens partout au Québec, dont des gens à Laval, mais je n'en dirai pas plus parce que là, ça serait risqué, là, mais Oui. un site Lavallois. Euh, non, il y avait en gros le même bonheur. C'est sûr qu'à Montréal, il y avait plus d'établissements, plus de GMF avec deux travailleurs sociaux. Là, il y a une petite équipe qui se crée. Mhm. Ça, c'est positif. Il y avait beaucoup, beaucoup de travailleurs sociaux qui étaient heureuses, mais qui souffraient un peu de solitude, là, c'est-à-dire, ils se réunissaient avec leurs collègues de la région, là, mais au quotidien, elles étaient toutes seules. Ça, c'est une petite difficulté, là. Mais aucun ne voulait revenir en CCC. Sont trop heureuses. Ouais. Parfait. Écoute, je pense que c'est ce qui va conclure